Eh ben écoute, Marc-Antoine, c'est parti, l'enregistrement est lancé. Je suis déjà très heureux de t'accueillir sur le podcast Alignement. On a la chance de se connaître. J'ai la chance de d'avoir passé du temps avec toi et de savoir un petit peu ton parcours, ce que tu amènes au milieu du leadership, au milieu des dirigeants. Donc, j'avais vraiment, pour reposer le contexte, hein, pour ceux qui nous écoutent, envie de t'avoir parce que tu fais partie des personnes qui, pour moi, sont inspirantes en tant que coach et qui véhiculent, si tu veux, qui incarnent, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, une forme de leadership conscient où toi, aujourd'hui, tu es coach pour dirigeants de haut niveau. On en parlera, mais tu travailles avec des dirigeants d'entreprise qui ont des grosses équipes, qui ont déjà souvent réussi dans tous les domaines de leur vie, et tu les amènes à un cran supérieur en amenant davantage de conscience, davantage de leadership, et tu les aides, j'aime bien cette tournure de phrase que tu as, passer du mode survie à mode abondance. Sacré programme, donc déjà, merci d'être là, je sais que ton temps est précieux, donc merci de prendre ce moment avec moi aujourd'hui, Marc-Antoine. Écoute, merci à toi, Boris, et très touché de pouvoir participer, voir, tu as utilisé des mots forts, hein, conscience, inspirant. Donc, si je peux voilà, donner quelque chose, ma journée sera remplie. Eh ben, écoute, génial. Euh, Tu sais, sur ce podcast, j'aime bien savoir et essayer de comprendre d'où est-ce que mes invités viennent, quels ont été un peu leur cheminement. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach de top dirigeants et travailler sur le domaine de la conscience et du leadership? Vaste question. Oui, vaste question, mais c'est intéressant parce qu'il y a 2 jours, quelqu'un m'a posé une question similaire, et puis c'est sorti comme ça, donc je vais te sortir ce qui est sorti. Hmm, C'est-à-dire que je dis rien de particulier, si ce n'est quelqu'un qui vient d'un monde de montagne, donc simple, tu vois, et qui a la chance d'aller à la ville d'une certaine manière, c'est-à-dire de voir des gens qui ont des moyens, des capacités que je n'ai pas, et qui me donnent envie de dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller un peu plus loin que mes montagnes. Et ça hmm, ça a guidé, je pense, toute ma vie. Et ça commence par quoi? Ben, quand je suis étudiant, mes copains d'école me parlent beaucoup d'eux-mêmes et je mhm, les écoute. Ce qui fait qu'à la fin de mes études, un bac, la question se pose, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, hmm. pour moi, naturellement, c'est la psycho. Ok. Mais pour un père, on va dire, les pieds bien sur terre, montagnard, quand je lui dis psycho, il me dit, ça, c'est pour les fous. Tu ne vas pas gagner ta vie avec. Hmm, Mais j'ai la chance d'avoir un grand frère et un petit frère. Donc, lui, il s'est dit, bon, lui, celui-là, il est foutu. Heureusement que j'ai les 2 autres, si jamais, je vais pouvoir en faire quelque chose. hmm. Donc, il m'a laissé faire. J'ai été faire psycho. Et puis quand on commence psycho, excuse-moi, est-ce que tu me vois? Voilà. Oui, je te vois. J'ai commencé à faire psycho. Très rapidement, je suis dans une salle. Et dans cette salle, tu as un professeur dans un amphithéâtre qui nous dit, vous êtes là pour amener les gens dans la norme. Je vais vous Mhm. expliquer ce que c'est que la norme. Et votre rôle, c'est les amener dans la norme. Et moi, je regarde autour de moi et je me dis, mais qui est normal ici? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est le fou qui est à l'asile? J'arrivais pas à. Hmm, Et donc, assez rapidement, je me suis dit, non, 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 c'est pas pour moi ce truc. hmm, Et donc, je vais aller dans ce qu'on appelle la psychologie industrielle ou du travail ou des organisations, parce que là-bas, on travaille sur la ressource humaine, entre guillemets, saine. hmm. Donc, je fais mes études et à la fin de mes études, on te dit, ouais, la ressource la plus importante dans une entreprise, c'est la ressource humaine. Et bien sûr, je vais aller voir les entreprises et je réalise que ma voie, qui est celle du DRH, ben en fait, c'est pas lui qui décide. Celui qui Ok. décide, c'est celui qui a les finances et le marketing en principal, celui qu'on va appeler le CEO. Et donc, très rapidement, je me dis, oups, ben, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être CEO. Et donc, je vais faire HEC. Et Ok. à la sortie, dans les années début 80,
d'avoir un gars qui avait fait psycho et HEC, c'était plutôt rare. Hmm. Donc, quand je sors, moi, j'ai un critère, celui qui m'envoie le plus loin. Et je rentre dans une banque américaine qui venait de racheter une banque suisse. Donc, étant en Suisse, c'est normal qu'il y a des banques en Suisse. Mais, et qui m'envoie à New York. Et de New York, D'accord. on m'envoie à Hong Kong. Et puis après, ceux qui m'avaient payé, ben, c'était les Genevois, donc ils me ramènent en Suisse. Donc quand on part de Suisse à New York, ça va vite, ça double la vitesse en tout cas. Puis quand on part de New York à Hong Kong, c'est encore 2 fois plus vite. Ce qui fait que quand je rentre à Genève, ça va 4 fois moins vite, m'ennuie. Hmm. Intéressant. Et mon père me voit arriver très fier de moi, parce que en fait, celui qui était foutu, en fait, il se débrouille mieux que les autres. Donc, me nomme au conseil d'administration d'une entreprise, une PME qu'il avait. D'accord. Parce Et que ton père était dirigeant d'entreprise. mon père était un entrepreneur. Tu vois, donc, il Hmm. a dû racheter une entreprise dans laquelle il avait investi, qui avait fait faillite. Et ben, il a racheté la société. Et à partir de là, il a reconstruit. Et quand moi j'arrive, on venait d'acheter une autre société concurrente pour fusionner. Mais manque de peau, le directeur de cette entreprise s'est tué le soir avant du conseil Ok. d'administration. Et moi, j'arrive là, je m'ennuie dans ma banque et je dis, bah, attends, tout le monde avait un peu, on dit, un peu peur, angoissé. Et je me dis, bah, moi, je vais venir vous sauver, les gars. Et Zoro est arrivé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la direction de cette entreprise pour 4 mois. C'est ce que j'ai vendu à la banque, qui va se traduire en 4 ans. Et D'accord. j'apprends tout du management, mais pas dans les bouquins. Les bouquins, je les avais lus à l'Uni. Hmm. Là, c'est dans la pratique et à la dure. Et j'apprends tout ce que c'est que le leadership. Et bien sûr, une chose qu'on n'apprend pas à l'Uni, c'est l'humain, ce qu'on appelle les soft skills. Hmm. Comment est-ce qu'on dit ça en français déjà? Ouais, sauf que je crois qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment pour soft skill. C'est difficile à traduire. Et donc, je vais voir des bons. En fait, j'avais fait ça déjà avant. J'ai été. Je t'ai perdu? Non, non, c'est bon. J'avais fait ça. C'est OK si je raconte tout ça ou c'est trop détaillé? Non, non, carrément, continue. Je pense que c'est Un peu intéressant. Moi, ça récipient. m'intéresse. J'avais fait un travail de diplôme pour comprendre qu'est-ce que faisaient les entreprises pour former leurs gens. Et Ok. en fait, j'ai réalisé qu'ils faisaient beaucoup de formations comportementales, justement, chose qu'on n'enseignait jamais à l'Uni. Et j'ai réussi à obtenir d'une d'une banque, en l'occurrence de nouveau, qui me finance une formation comportementale. Ces fameuses formations de vente ou des formations de Hmm. management ou de Ok. leadership, mais pratico-pratique. Et je vais faire ça. Et je m'éclate. Ce qui fait que quand je reprends l'entreprise, je réalise que ce qui manque, c'est beaucoup ça. Je vais revoir les gars que j'avais avec qui j'étais à apprendre. Et un des gars qui m'avait formé décide de monter son entreprise et je l'accompagne à monter son entreprise. Ok. Et donc là, je monte une société en formation, vente, management, à côté de gérer mon entreprise. 4 ans plus tard, je vends la société. Euh, puis là, je me dis maintenant, je vais faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est le conseil. Hmm. Et je suis engagé par une société qui s'appelle McKinsey. Ok. Et donc, c'est des consultants, on va dire, au vol. Je sais qu'en France, ils ont une bonne réputation. Moi, je taquine. Ouais. Mais en Suisse aussi, hein, c'est 50% de tout ce qui est fait dans le business passe par ce genre de société, en tout cas, de gros trucs. Hein. Et, euh, et donc, je vais m'éclater à fond à bosser chez McKinsey. Le seul problème, c'est que McKinsey, ils ont un motto, ça s'appelle Client First. Donc, la Mhm. famille, elle passe bien après. Moi, je m'étais marié avec une femme que j'avais rencontrée à New York. Ce qui fait que ma femme, déjà, elle ne m'avait pas beaucoup vu quand j'avais repris les sociétés. Et quand je lui ai dit, je vais rentrer chez McKinsey, je lui disais, bah, ça va être cool, je vais être un peu plus proche de la maison. En fait, non. Je partais Hmm. le lundi et je rentrais le vendredi soir. Donc, ça m'a coûté un divorce. Hmm. Et quand je divorce, il y a un truc qui se passe. Je dis, mais attends, tout fonctionne chez moi, tout est magnifique, mais visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Ok. Et j'ai pas très bien compris, mais ça m'a fait mal, qu'on soit clair. Et j'ai réalisé que tout d'un coup, j'avais plus de famille, peu d'amis Hmm. ou pas d'amis, parce que j'étais toujours au boulot et que c'était pas un équilibre de vie très bien. Hmm. Donc, je réorganise, je quitte, je fais les tours du monde. Je pars. C'est au moment, Marc-Antoine, de ton divorce que t'as pris conscience de ça ou... C'est au moment du divorce. C'est Ouais. au moment du divorce. C'est-à-dire, quand ma femme m'annonce qu'elle veut plus vivre avec moi, en fait, elle va m'annoncer, quoi, je découvre qu'elle a une aventure Hmm. et qui va faire que on va divorcer, je le fais à la McKinsey. C'est-à-dire, OK, maintenant on fait ci, on fait ça, et en 2 mois, c'est réglé. Mais arrive Hmm. Noël, et Noël, c'est le moment de pause. Et donc, je me retrouve seul dans un appartement en montagne. Hmm. Il neige dehors, mais il neige aussi à l'intérieur, dans mon cœur. Et c'est là que tout d'un coup, il y a une prise de conscience, celle que je disais, mais attends, je croyais que tout fonctionnait à merveille dans ma vie. Ben non, il y a quelque chose qui manque, cet équilibre dont on parle, d'accord? Hmm. Là, c'est le relationnel, c'est la vie en dehors du travail. Donc, cette première prise de conscience. euh, Et avant cet épisode dans ta vie, ce divorce, pour toi, cette notion d'équilibre, c'était pas quelque chose qui avait de l'importance pour toi. non, parce que le succès étant là, tu vois, tout ce que je faisais, tout ce que j'entreprenais, j'étais passionné. Et moi, je vivais, on va dire, pour moi, il n'y a pas d'enfant, il y a une femme que j'ai mariée, bien sûr, pour faire une famille, mais pas beaucoup de temps pour passer pour la famille. Hmm. Tu vois. Et à ce moment-là, j'étais plus en train de construire une carrière. Hmm. On sent que, mon épouse qui travaillait aussi, euh, on sent que c'était normal. Ok. J'ai 30 ans, ouais, à peine 30 ans, un peu plus que 30 ans. Ben oui, on fonce. C'est cette prise de conscience que tout d'un coup, quand il y a... Et mon père m'avait dit un truc que j'utilise régulièrement, c'est le bonheur se fait connaître ou a de la valeur, prend sa valeur au bruit qu'il fait lorsqu'il ferme la porte. Hmm. Et moi, le bruit, je l'ai ressenti dans mon corps bien fort. Donc, j'ai besoin de rééquilibrer. C'est là que des décisions sont prises. Euh, et donc, je trouve un nouveau job, toujours en lien avec le consulting et l'humain. Et là, je vais rentrer dans ce qu'on appelle la chasse de tête, société Ok. qui s'appelle Spencer Ward, et pour remonter un cabinet à Genève qui dormait un peu. Et du monde McKinsey, où on est très, on va dire, orienté service, orienté client, dans un monde où on se donne beaucoup ensemble pour servir, je rentre dans un monde de requins, d'individus qui pensent d'abord à leur portefeuille, plutôt Hmm. que forcément aux clients et encore moins à l'équipe. Donc c'est une nouvelle réalité qui est un peu difficile pour moi à vivre. Je rencontre mon épouse actuelle et puis mon père, vieillissant, me demande de reprendre une autre série de PME qu'il avait et j'accepte. Et donc je reprends toutes ces entreprises. Alors là, on parle d'un groupe qui devient un peu plus grand. On a 120 employés à peu près. Et, Ok. et donc je vais à nouveau m'éclater pour remonter la société, en faire quelque chose qui marche très bien, jusqu'à un moment donné, quelqu'un vient vers moi. Et je suis dans la distribution, et dans la distribution, on gagne de l'argent en achetant, pas en vendant. Hmm. Et mes concurrents internationaux, parce que je vends des produits techniques, c'est international, sont 1000 fois plus grands que moi. Donc on est bien placé dans ma région, mais on n'est pas du tout bien placé s'il y a des concurrents bien sur mon marché. Hmm. Puis j'ai un de ces concurrents qui vient, plus grand, qui vient me voir et qui me dit, ben, nous, on aimerait bien te racheter. Et moi, je dis, OK, banco. Et donc j'ai Ok. 41 ans, je vends les sociétés, j'ai un bon réseau, je suis bien reconnu professionnellement, j'ai une famille, j'ai des bons amis dans le monde entier, et tout d'un coup, j'ai de l'argent et du temps. C'est Hmm. bon, j'ai réussi ma vie. J'ai tick de box, comme on dit. Tous les critères sont remplis. Il n'y a plus qu'à être heureux. Et là, comment tu te sens intérieurement? Mais là, quand tout ça se passe, je suis aux anges. Je suis, comment dire, j'ai réussi. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on voyage.
Et quand on a de l'argent, on la place. Et puis, il paraît que les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Donc, moi, en tant qu'ancien banquier, je n'ai pas peur de prendre des risques. On est en 2000, on est en 99, fin 99, Ok. fameuse bulle spéculative ou la bulle Internet qu'on appelait. Donc, moi, j'investis tout mon cash, tout ce que j'ai, j'investis en high-tech et je pars en voyage. Ok. On fait le tour du monde avec les enfants, tout est génial. Je reviens 6 mois plus tard, donc je m'occupe de rien. Ben, 50% de ma fortune s'est envolée. Hmm. Et mon gérant me dit, fais-toi pas de soucis. Ouais, 3 mois plus tard, il y avait encore un tiers qui était parti. Donc, petit choc, mais un super choc. Pourquoi? Parce que quand on gagne vite de l'argent, ben, on n'a pas forcément la valeur de l'argent. En tout cas, je n'avais pas la Hmm. valeur de l'argent. D'accord. Hmm. Et donc, ça m'a permis de prendre conscience de la valeur de l'argent. Ils ont dit, pour prendre conscience de la valeur de l'argent, je pense qu'il faut en avoir gagné beaucoup et en avoir perdu beaucoup. À ce moment-là, on comprend. Bien sûr. Hmm. Et voilà, c'est ce qui m'arrive là. Donc, une belle leçon de la vie. Ensuite, ben, c'est bien. Quand on est rentier, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des bonnes bouffes, on voyage, on voit des copains, on joue au golf. Et au bout d'un moment, on s'emmerde parce qu'il n'y a plus de vrais projets. Il y a juste consommer Hmm. de la vie. Toutes les choses qu'on a rêvé de faire, qu'on peut faire, mais ce n'est pas forcément des choses qui ont une valeur au service de la vie. C'était beaucoup plus, je me rends et je me fais du bien. Mais au bout d'un moment, c'est bon, on a fait. Et donc, on s'ennuie. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'ennuie? On déprime. Et moi, je me paye une déprime. Je Hmm. dis, mais je Ok. ne comprends pas. J'ai tout, mais il y a un truc qui manque. Et ce truc, ça s'appelle comment? Ben, le fameux mot qui est à la mode, on est en 2001, ça s'appelle le bonheur. Et aux États-Unis, il y a une branche de la psychologie qui démarre, qui s'appelle la psychologie positive, et qui s'intéresse à qu'est-ce qui rend ou qu'est-ce qui fait qu'un individu s'épanouit dans la vie. Et bien sûr que je vais me renseigner, et là je dis bingo, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc je rentre dans la psychologie positive, mais par la pratique, Ok. hein, et puis je vais rejoindre mon copain qui avait, qui avait monté sa boîte de management, de formation management. Et puis, je rentre là-dedans et le coaching démarre à ce moment-là aussi. Il y avait, l'ICF était déjà là, mais c'était C'était le début, ouais. c'était au Hmm. début exactement. Et donc, ben voilà, je rentre dans ce monde-là. Bien sûr, avec la formation de psy, j'avais déjà bonne technique de communication et d'écoute. Ben, avec le coaching, on renforce avec d'autres outils. Et puis, petit à petit, ben, je me fais une place ici sur le marché suisse, principalement dans le milieu bancaire, où j'ai une bonne base de clients, je vis, on va dire, très bien. Euh, et arrive 2008. Et 2008, qu'est-ce qui se passe? Crise financière. Ce qui fait que mes Hmm. clients, des programmes de coaching et de formation, on coupe. 50% de mon business, il part tout de suite. Ok. 2009, encore 25% du business. Et là, je m'assois avec ma femme et je me dis, bah, écoute, et mon épouse est mauricienne, donc je lui dis, écoute, en Suisse, ça coûte cher. J'ai des enfants qui sont dans les écoles privées. Ma femme ne travaille pas. On a une belle vie, mais il faut un train de vie et il faut des revenus conséquents. Et je lui dis, écoute, non, on va. Et moi, je travaille beaucoup, donc on va changer. Allons à Maurice et on va se faire une vie un peu plus tranquille aux îles. Chose qu'on va faire. Mais comme moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait rester tranquille, donc assez rapidement, ben, je commence à faire la même chose à Maurice. Très vite, ben, je rencontre on va dire les grosses sociétés. Hmm. Il y a des grosses sociétés, 30 000 employés, même plus certains. Donc, et là, ben, je continue mon travail. Et aujourd'hui, j'accompagne justement des patrons. Et tu as dit tout à l'heure, ils ont réussi, et c'est marrant, tu as utilisé un mot, à aller plus loin ou plus haut, d'accord? Si je me Hmm. rappelle bien, c'est le mot à s'élever que tu as utilisé. Hmm. C'est intéressant qu'on utilise ce mot s'élever pour parler de conscience.
Hmm. Parce que là, OK, une fois qu'on a le bonheur, on va dire ça comme ça simplement, ben, qu'est-ce qui me maintient vivant? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer à courir? Et même si j'ai atteint les objectifs, je vais continuer à courir à fond. Il faut qu'il y ait autre chose. Mais bien sûr, dans la psychologie Bien sûr. positive, on parle de meaning, quelle est la raison d'être, des valeurs, Hmm. d'accord? Mais quand on va chercher, parce que en parallèle, je fais un bon chemin spirituel, je m'intéresse à comprendre c'est quoi la vie, c'est quoi le sens de la vie, qui on est, pourquoi on est là, et donc des questions de fond, qui suis-je? Et en faisant ces travaux et en allant rencontrer des gens aux quatre coins du monde, je fais pas mal de formations et de retraites d'ordre Mhm. spirituel, et ça, chaque année, j'en fais, que ce soit aux États-Unis, que ce soit avec l'Amérique du Sud, que ce soit beaucoup aujourd'hui en Asie. Euh, ben, bien sûr, le chemin spirituel, et derrière le mot spirituel, ben, il y a la conscience. Et Bien donc, sûr. qu'est-ce que c'est que la conscience? Comment je touche l'âme, le cœur d'un individu qui a du pouvoir, qui peut impacter des milliers de personnes, et comment s'assurer que dans un monde dans lequel on n'a plus de repères, et tout est remis en question, où les crises de confiance sont partout, Hmm. et en parallèle, tu vois bien qu'on a pas mal d'autoritarisme, donc on a des réflexes d'avant-guerre qui sont très présents, et j'ai des leaders, et je compte sur ces leaders pour créer un monde meilleur. Et donc, Hmm. mon choix a été de dire, OK, ben, je vais travailler les patrons. Quand je dis travailler, c'est-à-dire que je vais dire, aller avec eux, essayer Pour d'influencer, travailler avec eux, ouais. Hmm. pour ramener un peu de conscience. On va définir, on sait ce que ça veut dire, pour que ben, demain, le monde sur lequel ils ont un impact puisse être un peu meilleur. Et encore, il faut Hmm. définir qu'est-ce que ça veut dire un monde meilleur. Donc voilà où j'en C'est... suis. Bah écoute, je te remercie déjà, Marc-Antoine, d'avoir pris le temps de détailler avec autant de clarté tout ton parcours. Moi, j'adore poser cette question à mes invités parce que tu sais, ça permet de mettre du contexte un petit peu. Souvent, on vit dans une ère où on voit que la réalité finale à travers les réseaux sociaux, un site internet, et on se dit, bah, OK, il a créé ça dans sa vie, il est à ce niveau dans sa vie. Et on n'a pas le back-office, tu vois, de tout ce qui s'est passé. Et je trouve que dans ton parcours, ce qui est génial, c'est qu'on voit que bah, ça a été un chemin qui a été rempli de rebondissements, que tu as su, entre guillemets, rebondir sur chaque expérience, que chaque expérience, finalement, en fait, a créé la personne que tu es aujourd'hui. Et tu as su, en fait, utiliser les opportunités pour aujourd'hui créer un business qui a ton image. Et tu sais, j'aime beaucoup la citation de Steve Jobs qui dit que tu peux connecter seulement les points après coup. Et ton parcours, c'est une parfaite illustration. C'est que toi, aujourd'hui, tu accompagnes des dirigeants de haut niveau qui sont à un certain niveau dans leur business et qui se posent des questions. Et tu fais partie des coachs qui travaillent avec vraiment des dirigeants de top niveau. Mais ça a été tout un cheminement. Avant, tu as eu ton expérience d'entrepreneur, ton expérience de consultant, tes remises en question, ta quête spirituelle, tes faillites, ton divorce. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, bah, tu es à même en fait, d'accompagner à ce niveau-là et des personnes qui peuvent vivre des choses similaires parce que toi-même, tu l'as vécu dans ta chair. Et voilà, je te remercie d'avoir pris ce temps-là. En tout cas, c'était, je pense, vraiment éclairant pour ceux qui nous écoutent. Moi, j'avais une question que j'aimerais te poser, que je m'étais noté un peu en préparant cet épisode. Aujourd'hui, tu t'accompagnes les dirigeants à travers ce travail sur la conscience, sur le leadership conscient. Comment est-ce que tu t'expliquerais ton travail à quelqu'un, un dirigeant qui est un peu pragmatique, qui est très terre à terre, ce qui est souvent le cas? Comment est-ce que tu abordes ton travail et t'expliques simplement quel est l'intérêt en fait de travailler à ce niveau-là? Ben, je pense, la réponse la plus simple pour moi, c'est un dirigeant prend des décisions. Mhm. Comment je suis sûr que c'est la bonne décision? Ok. Et donc, c'est facile. Tu peux prendre un tableur Excel et t'amuser à dire, je vais mettre des chiffres et ce seront les chiffres qui seront les critères de la bonne décision. Non, il faut beaucoup plus que ça. Tu vois. Et tu as utilisé un mot, c'est-à-dire ces rebondissements, cette persévérance, cette résilience. Mhm.
Ben, bien sûr, c'est ce qu'il faut avoir face à un monde qui bouge très très vite, qui change constamment. Et pour acquérir cette résilience, alors, dans l'exemple, on va l'acquérir par les épreuves. Mhm. Mais pour ça, il faut avoir le right mindset, le bon état d'esprit. Donc, si ton état d'esprit est celui de la peur, tu as dit tout à l'heure, j'aime bien passer de la survie à l'abondance, c'est les mots que j'utilise. Hmm. Bien sûr, on est tous une machine, cette machine humaine, ce corps humain, et cette capacité de faire face aux défis de la vie avec un mécanisme qui a 400 000 ans. Beaucoup et pas beaucoup d'une certaine manière. Hmm. Mais on a des trucs très ancrés en nous qu'on appelle la survie et qui a fait qui on est aujourd'hui. Mais lorsqu'on réagit que avec la survie, on fait beaucoup de conneries. Et Hmm. aujourd'hui, on voit bien combien on détruit plutôt que de construire ou d'évoluer avec ou de co-créer. En entreprise, on parle beaucoup de collaboration, on parle beaucoup d'engagement. Tu vois? Ben, en fait, je prends l'exemple d'une nouvelle entreprise, celui qui se lance dans un nouveau projet, le grand challenge, l'idée, elle peut être super bonne, mais ce n'est pas l'idée qui est importante. C'est la capacité de faire face aux défis qui vont venir Bien challenger la sûr. Hmm. réalisation de l'idée. Et de pouvoir se dire, oui, j'apprends chaque fois. Et ça, c'est l'état d'esprit. Donc, Hmm. comment, lorsque je vais prendre une décision, si je la prends à partir de l'espace de survie, ce n'est pas une bonne décision. Il n'y a aucune co-création. Il y a juste de la survie. C'est-à-dire, soit j'attaque, soit je fuis. Ou soit je fais rien, je suis bloqué. Tu vois? Est-ce que tu pourrais en parler peut-être avec un exemple qu'est-ce qu'est un état de survie quand tu es entrepreneur ou dirigeant? Est-ce que tu pourrais te décrire ou peut-être à travers un exemple d'une Ben, personne que tu as pu je accompagner? pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de questions. Ben, AI, pour l'exemple, c'est le plus récent actuellement qui chamboule beaucoup de choses. Mhm. Donc, l'intelligence artificielle, tu as peut-être des sociétés qui sont jeunes, tenues par des jeunes, ben, ils se réjouissent. Puis tu as des entreprises qui sont un peu plus grandes, un peu plus significatives. Bien souvent, ce sont des gens d'une certaine maturité qui sont à la tête. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'ils comprennent de tout ce qui se passe? Pour certains, pas grand-chose. Par contre, ils voient que ça bouge très vite et que ça chamboule beaucoup de leur système, beaucoup des process qu'ils ont en place, et qu'en plus, la concurrence bouge très vite et qu'il y a de la Hmm. disruption, comment est-ce qu'on dit ça en français? Des dérèglements, des Bien sûr, disruptions, ouais. que ce soit par l'aspect légal, parce qu'on voit bien la puissance ou l'importance que prend aujourd'hui les lois partout, qui chamboulent plein de choses sur lesquelles tu étais peut-être un peu confortable. Donc, si je prends l'exemple, mais comment je vais traiter l'AI chez moi? C'est pas une décision facile, parce qu'il y a beaucoup de temps qui sera soit investi, soit pas investi. Quelles ressources? Qu'est-ce que j'en fais? Hmm. Qui j'utilise? Tu vois? Donc, il y a des questions de ce type-là qui sont à calmement se poser plutôt que soit mettre la tête dans le sable et dire, bon, ben, c'est un truc, ça va pas changer grand-chose, on verra bien. Ou bien prendre peur, tu vois, et appeler 50 consultants dans tous les Hmm. sens, et puis essayer de trouver, courir dans tous les sens, et ça fait que le bordel. Ou bien t'énerver contre tous ceux qui sont autour de toi, t'énerver sur la vie, t'énerver sur tes collaborateurs parce que tu n'as pas de solution qui te semble, tu te sens bien. Hmm. Et bien sûr, tu rentres dans un colère. Bien, alors ça, c'est les premiers mécanismes, hein, hein, les trois. La fuite, j'évite. C'est très animal, on connaît ça chez Hmm. les animaux, hein. C'est très connu, ce freeze, flight, freeze. Ouais, c'est lié au système nerveux, et, Exact. Donc, j'ai pas, théorie tout le monde connaît polyvagale, ça. etc. Hmm. Hein. Mais c'est les trois stratégies primaires que l'on a. Donc, il faut les dépasser. Et après, on a d'autres stratégies un peu plus, mais toujours primaires, un peu plus intéressantes. Ces fameuses stratégies de protection, de Hmm. sélection, mais en même temps qui génèrent des victimes et des tyrans. Donc, on est en plein dans ce monde-là. Et tu Ok. vois bien qu'actuellement, les tyrans, pour les citer, c'est-à-dire des gens qui se sentent très puissants, abusent de leur pouvoir partout. Donc, moi, je peux être le patron d'une entreprise et abuser de mon pouvoir partout. Sauf que c'est pas pérenne et c'est pas agile. Tu vois, Bien ça va sûr. rigidifier, fine. Tu vas protéger tes copains, tu vas essayer de bloquer tout ce que tu peux bloquer avec des règles ou avec des achats ou n'importe quoi, mais tu rigidifies un système au lieu de le rendre agile, vivant. Bien sûr. Et Et, beaucoup font ça.
Et du coup, Marc-Antoine, je pense qu'on comprend assez bien Enfin, moi, je comprends bien, et si tu l'as bien décrit, l'état de survie, c'est finalement un état où tu es dans soit la fuite, soit le déni, où tu es dans des émotions qu'on va juger plutôt négatives. Tu vas pas prendre l'extrême responsabilité de ce qui arrive et rejeter la faute sur les autres. C'est un peu un mélange de tout ça. Comment est-ce que tu... Je sais pas si c'est la question à travers un comment, mais qu'est-ce qu'un état d'abondance pour toi en tant que dirigeant et comment s'en rapprocher? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui connaît pas du tout? Parce que c'est vrai que moi, le mot abondance, tu vois, il y a quelques années, je l'ai découvert et je pense que beaucoup de gens connaissent ce terme à travers la loi de la manifestation, l'attraction, l'abondance, etc. Et je sais que ça peut être un peu fourre-tout aussi. Toi, qu'est-ce que tu entends par état d'abondance et comment est-ce que incarner cet état d'abondance, quel travail tu fais avec les dirigeants? La première chose qui me vient à l'esprit, et c'est rien de nouveau, c'est vraiment connu depuis très longtemps, c'est lorsque tu prends le mot risque en chinois et que tu écris le mot risque en chinois, ça veut dire risque et ça veut dire opportunité. Hmm, Donc, l'abondance, c'est ben, je vois l'opportunité. ok. Euh, la survie, c'est je vois que le risque. Donc, c'est-à-dire, je vois le verre à moitié vide versus Voilà, à moitié plein. tu peux dire ça. D'accord? Ok, Mais maintenant, l'abondance, elle est intéressante parce que tu as besoin, en tant que CEO, de voir le risque et l'opportunité. bien D'accord? sûr. Alors, comment ça se passe concrètement? Ben, bien souvent, et peut-être qu'il faut définir un peu plus l'abondance. L'abondance, euh, bien non, je vais définir un peu différemment. Je vais raconter une histoire. D'accord? Ça sera bien, ouais. L'histoire, c'est l'histoire du leadership. Comment ça commence le leadership? Ben, ça commence à la maison, tu es d'accord? On Mhm, a une autorité naturelle qui s'appelle les parents. mhm, Mais les parents, ils utilisent quelle technique pour la majorité du temps? Les fameuses techniques primaires. La menace, la peur, d'accord? mhm. Et la punition, d'accord? C'est des techniques qu'on va utiliser très tôt. Au bout d'un moment, si tu grandis ton groupe social, tu as un clan, et puis quand tu es dans un clan, tu peux facilement jouer avec ça. Et on va mettre des règles tacites, par exemple, l'ancien, on va l'écouter un peu plus. On ne le définit Hmm, pas forcément, ou ok. bien le sage, ou bien l'homme médecine. Donc on va trouver des rôles de certaines personnes qui ont des qualités et qu'on va peut-être un peu plus écouter que d'autres. Mais là, c'est Ok. facile parce qu'on se connaît tous. La question, c'est quand quelqu'un dérègle, fonctionne mal, ben, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une communauté qui est bien faite, elle va créer un espace de communication, écouter les gens, et puis trouver et influencer pour que ça se passe correctement. Ce que tu trouves Mhm, dans les tribus primitives. ok. Pourquoi? Parce que c'est des petits groupes et que tout le monde se connaît. Bon, il y a, on va dire, à peu près 10 000 ans, un peu moins que ça, on commence à avoir des groupes un peu plus importants. Et tout d'un coup, ça ne suffit pas parce que je ne te connais pas, et donc on Mhm, doit fixer certaines règles. Et on va fixer les premières règles, ce sont les règles comptables. Combien de riz, combien de grains, combien de machin, combien d'eau. D'accord? Pour essayer d'avoir une certaine harmonie, équilibre. Bien sûr, le moment où on commence à mesurer, ben, il y a soit ceux qui respectent les mesures, et soit qui essaient d'en profiter. Ça a toujours été, c'est hmm, plus tu grandis, ben, plus tu vas commencer à mettre des règles, des lois. D'accord? On va essayer de faire appliquer. Oui. ok. Mais les premières lois, c'est beaucoup de lois répressives. Si tu ne te comportes pas, ben, tu es puni. Et la punition, ça peut aller très loin, ça peut aller à la mort. Hmm, Petit à petit, on commence à dire, mais non, c'est pas OK. Et les premiers qui commencent à dire pas OK, semble-t-il que ce serait un peu les Anglais, mais je suis pas sûr, avec d'autres humains, d'accord? C'est-à-dire qu'on va considérer que des humains, ben, certains sont de moins bonne qualité que d'autres, et on peut les utiliser comme des machines, comme des animaux, mhm, et d'autres non. Ce sont des êtres humains un peu plus évolués. On connaît ça avec l'esclavage, d'accord? On connaît ça aussi ok. aujourd'hui plus subtil avec le patron, l'ouvrier, Hmm, le gouvernement et ainsi de suite. Donc on a toujours créé ces distinctions. Maintenant arrive la guerre. Et si tu te rappelles, avant la guerre, on avait ce qu'on appelle le Taylorisme, c'est-à-dire ouais, que l'humain, machine, on va la faire optimiser en prenant des mesures, en contrôlant ce qu'il va faire,
et puis mettre une pression d'enfer pour qu'il soit le plus efficace possible, c'est-à-dire le plus productif Hmm. possible. Et il y a un film magique, là, hein, avec Charlie Chaplin, qui s'appelle Les temps modernes, si je me rappelle bien, où il explique ça super bien. Good. En parallèle de ça, ben, tu as aussi le dictateur, le leader qui devient de plus en plus autoritaire parce qu'il faut avoir du pouvoir pour faire ça. Faut que des gens se sentent plus forts que d'autres pour pouvoir abuser des autres. Et le pouvoir Ok. privé, c'est le pouvoir de la force. Là encore là, hein, pour le Hmm. avec Trump, il utilise à fond. Mais c'est pas très respectueux de l'humain. Donc tant que tu as besoin de faire quelque chose que tu connais parfaitement et que tu dois juste répéter parce que tu es une machine, j'ai pas besoin de ta tête, j'ai besoin de tes Hmm. mains. Et donc, je peux mettre le fouet et tu vas travailler. Good. On arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on s'est fait un petit peu mal partout. Et on commence à se dire, peut-être qu'il faudrait qu'on se comporte de manière un peu plus humaine. Et on fait des déclarations des droits de l'homme. Où là, on dit, ah, on doit respecter l'individu. Donc, à quelque part, on ne peut plus maltraiter, on ne peut plus fouetter. Donc, qu'est-ce qu'on va inventer? On va inventer la carotte. Système de leadership. Donc, tu as le fouet et la carotte. La carotte, c'est quoi? C'est le bonus. C'est le management by objective. Ce qu'on a Ok. dans les années 70, 60, 70. Où on te dit, ah, demain, si tu, eh ben, tu auras. Et ça marche très bien dans un monde en croissance. Tant que l'année prochaine, j'en fais plus, et que toi, tu as l'impression que tu es responsable du plus, et que tu as droit à un petit bénéfice de ça, eh ben, je te fais motiver. Je te donne envie de courir. Motiver, Très de... clair, oui. Hmm. D'accord? Ça marche très bien. Aujourd'hui, tout le monde a fait des KPIs, tout le monde fait des plans, des budgets, et essaye de s'y tenir. Ça marche tellement bien que ça se rigidifie. Parce qu'il n'y a pas de créativité. Au moment où je peux anticiper le futur, tu parlais de la loi de l'attraction, le moment où je commence à mettre quelque chose dans le futur, naturellement, on va s'orienter vers cette partie-là. C'est pour ça que la fixation d'objectifs dans les entreprises, on est devenu pas con ou on est devenu très con, je suis un peu méchant, mais je vais te dire la chose comme Hmm. il faut. Le moment où je vais fixer un objectif, comment est-ce qu'on fait? Ben, il y a quelqu'un en haut qui dit, hé les gars, il faut qu'on fasse 100. Puis tu as quelqu'un en bas qui dit, hé les gars, pas possible, moi je peux faire 60. Et puis on va avoir une petite négociation. L'intérêt de celui qui est en bas qui doit faire les choses, c'est de faire le moins possible, le moins haut possible. Et donc il y a ce jeu-là. Et Hmm. souvent, comment ça se passe dans les entreprises? La tendance, elle est, ben moi je suis tout en haut, je te dis 100. Non, oui, je te descends parce que je sais que, entre guillemets, j'aimerais bien qu'on arrive à 100. Donc moi je te dis au N-2, mon N-2 ou N-1, je lui dis 100, et lui, il va dire à mon N-2, non, 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 attends, toi, tu prends un risque, allez, je te dis 105, et puis le prochain, il dira Hmm. 110, et ainsi de suite. Et donc, on arrive avec des trucs qui deviennent difficilement atteignables. Pire que ça, ils sont atteints, non pas parce que quelqu'un a bossé, ils sont atteints parce que l'environnement va permettre qu'une nouvelle loi, un, quelqu'un sur le marché qui change, qui disparaît. Donc, il y a des phénomènes de fond qui sont beaucoup plus importants que les petits phénomènes de quotidien, Ok. trois mesurés selon les business. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le style de leadership bâton-carotte, fouet-carotte, arrive à ses termes dans les années 2000. Et tout d'un coup, on commence à dire, et ça c'est aussi la nouvelle génération qui arrive, qui commence à dire, mais attends les gars, moi je ne veux pas courir comme mes parents, à qui on a fait croire des trucs, mais ils se sont Hmm. éreintés. Moi je veux être heureux. Et puis, je veux que ça ait du sens. Et donc, on arrive dans quelque chose d'autre où les entreprises commencent à parler de raison d'être, de purpose, Hmm. de valeur. Et puis, il faut qu'il y ait un projet. Aujourd'hui, on parle de projet ESG. Il faut que c'est un projet qui sert la vie, qui est un projet social, pas social dans le sens socialiste, un projet qui sert la communauté globale, pas que l'actionnaire, pas que le personnel, pas que les clients, mais aussi ben, aujourd'hui, on dit la nature, l'environnement et plein de choses. Et c'est là où on en est. Ok. Donc l'abondance que tu veux créer dans la nature, quand je mesure, quand je me fixe un objectif, on a vu ça avec les subprimes,
on s'est fixé un objectif que financier. Mais les gens qui étaient sur le terrain, ils voyaient bien que ça n'avait pas de sens ce qu'on faisait. Hmm. Prêter plus d'argent à des gens qui n'avaient pas le moyen de te payer, simplement parce qu'on faisait tourner une machine. Mais ceux qui étaient en haut, ils voyaient que les chiffres. Quand tu mesures, tu vois que ce que tu veux mesurer, tu vois pas le reste. L'abondance, elle est où il y a le reste. D'accord. Ok. Donc, il faut bien sûr mesurer, mais il faut surtout garder les yeux ouverts. Et garder les yeux ouverts, tu ne sais pas sur quoi, parce que les choses bougent. Par contre, si tu as les yeux ouverts, tu vois les opportunités. Et donc, avoir cette capacité, oui, de se dire, voilà, j'ai une intention, je vais dans cette direction, je fais le maximum pour y arriver, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et c'est pas important, en fait. L'important, c'est que je cours. Et puis, quand il y aura un obstacle, ben, je saurai faire face. Puis, quand il y a une opportunité, je saurai la saisir. Mais je ne la connais pas aujourd'hui. Hmm. C'est le monde dans lequel on est dans l'abondance. Tandis Parce que le que, monde de la survie, tu crois que tu connais le demain. Tu crois que tu hmm. sais ce que tu vas faire. Tu vois. Je ne sais pas si j'ai fait une longue réponse, hein. J'ai trouvé ça vachement intéressant je m'attendais pas à ce que tu fasses cette histoire un petit peu du leadership et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je m'étais jamais vraiment posé la question, donc je trouve que c'est intéressant. Ce que moi comment est-ce que j'intègre ce que tu partages, c'est que finalement l'abondance est un état, est une façon de voir le monde comme un filtre à réalité et un état d'être, c'est ce que j'ai bien compris, dans lequel tu vas incarner davantage la collaboration, l'intégration de toutes les composantes de la société, que ce soit l'individu, la nature, l'entreprise. En fait, c'est avoir comme un filtre à réalité en te disant que tu as un peu deux options. Tu as l'option où le, je vois le monde extérieur comme une menace et que je joue ma survie, ou je vois le monde extérieur comme un espace de création, un espace de collaboration, un espace d'opportunité, tout ce qui peut arriver, comme si tout était neutre et que j'avais en moi la capacité en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, de créer quelque chose qui, qui s'ancre sur des énergies, on va dire, d'amour, de collaboration, de curiosité, d'entraide. C'est comme ça que moi je le vois. Je sais pas si c'est ce que. 100%. Et plutôt que d'avoir des filtres, parce que j'aime moins ce terme, non, je préfère, Hmm. tu vois, dans la survie, tu as des œillères. Tu te mets deux Ouais, œillères et tu bien regardes. sûr. Dans l'abondance, tu ouvres tes chakras. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as plus d'œillères, mais en plus, tu as tous tes sens qui sont éveillés. Ce qui fait que tu as l'intuition qui apparaît. Tu vois, tu as les synchronicités qui apparaissent. Et tu les vois. Et à ce moment-là, il y a une co-création avec la vie. Tu citais tout à l'heure Steve Jobs qui disait on connect the dots. Hein. Après, oui, après tu peux connecter parce que tu vois que tout est en lien. Mais quand on avance, on ne sait pas, on ne voit pas les liens parce qu'on va les créer au fur et à mesure. Quand tu regardes en arrière, tu peux voir les liens. Mais quand tu es devant, tu ne sais pas lesquels. Mais si tu es aligné à qui tu es vraiment, si tu es aligné avec une raison d'être bien vraie, bien profonde, bien alignée avec qui t'es venu sur cette planète pour faire quoi, quels sont les dons que tu as reçus, qui te rend unique, Hmm. et bien la vie va t'offrir les opportunités. Puis quand tu ne les comprends pas, tu te fais une petite claque. Mais la claque, ça nous permet Hmm. de grandir, d'apprendre. Et tu te réjouis de ces claques-là. Parce qu'en Hmm. même temps, ça met du piment dans la vie, tu vois. Et tu avances. Chaque épreuve, dans les épreuves que je t'ai citées, il y a deux épreuves que j'ai connues récemment. La première, c'est la mort. J'en parle dans mon bouquin, hein. De perdre un enfant de 29 ans chez toi, Hmm. électrocuté, c'est pas un truc normalement qu'on s'attend, tu vois. Donc, comment tu fais face à une épreuve et comment tu vois les cadeaux de la vie derrière une épreuve un telle. La majorité des gens, ils voient le drame. Hmm. Et moi, j'ai vu vraiment les cadeaux de la vie. Mais est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est bisounours? Ou est-ce que c'est réel? Tu vois. Et bien sûr, moi, je réponds que c'est réel, parce que je parle avec des êtres qu'on appelle aussi un peu éveillés. C'est marrant qu'on utilise ce genre de terme, tu vois, parce qu'on voit bien que non, tout est déjà à quelque part en préparation. Tu citais de nouveau euh, le livre du secret, je crois que c'est.
qui parlait de la loi de l'attraction. Euh, il y a beaucoup de ce genre de choses. Mais amène ça dans un monde très terre à terre, comme tu m'as dit, ton patron qui est très pratique, très Bien chic, sûr. très dans le quotidien, très dans le day-to-day, très dans un short terme. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai donné la réponse, est-ce que tu es sûr que ta décision est bonne? Mais pour arriver à, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire bonne, il faut aussi définir qu'est-ce que ça veut dire décision. Hmm. Et le bonne va aller toucher les éléments de l'abondance, c'est-à-dire la fameuse réponse, qui suis-je, pourquoi je suis là, comment je veux vivre, quels sont mes freins, quelles sont mes priorités, quels sont mes besoins, tu vois. Et puis après, ben, à partir de là, quand j'ai compris tout ça de moi, qu'est-ce qui arrive dans ma vie, qu'est-ce qui se passe autour de moi et avec lesquels je suis en lien, en vibration, en cohérence, en alignement, égal les mots que tu veux mettre, Hmm. qui va m'amener à faire quelque chose. Puis je deviens, et j'avance de plus en plus en me disant, mais attends, mais moi je suis juste un instrument de la vie, au service de la vie. C'est pas moi. Hmm. C'est tout, l'abondance. J'espère que j'ai pas dit beaucoup trop de mots là. Non, je pense que ça me fait aller vers une transition parfaite sur ton approche où tu as synthétisé, je pense, pas mal de ton exploration personnelle et de tes découvertes. C'est ta méthode PodNow, pause, observe, décide. Est-ce que c'est justement cette méthode que tu as créée qui t'amène à connecter les dirigeants que tu accompagnes à cet état d'abondance? Alors, moi, oui, ça m'aide beaucoup parce que je suis dans un monde où on a besoin d'être concret, on a besoin d'avoir des trucs simples. Et donc, la méthode est simple, hein. C'est vraiment que du bon sens. Quand tu es dans la tourmente, tu t'assois, tu respires, tu te poses. Première des choses, parce que sinon, tu as que du brouillard dans ta tête, donc incapable de prendre une bonne décision. Donc, il faut calmer le brouillard, il faut faire tomber tout ça. Good. Et là, ben, il y a plein de techniques, et tous les grands leaders, ils ont leur technique, hein. Ils ont tous une technique pour ça. Ok. Et on observe. Tu pourras en citer quelques-unes des techniques pour ceux qui découvrent. Tu parlais de respiration. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu Alors, la recommandes, toi? première, la première qui nous permet de nous poser, bien sûr, c'est la respiration, qui est liée à tout ce qu'on appelle la méditation. D'accord? Ce Bien moment sûr. de silence, on crée du silence. Mais avoir une routine matinale où tu vas faire ton sport, où tu pries, où tu fais ton jogging, n'importe quoi, où tu as une routine régulière matinale est une pause. Tu vois? Hmm. Et tous ceux qui ont une pratique, et je connais que des gens qui vraiment font une différence dans la vie, ils ont tous une routine. Et une routine, en règle générale, où tu dois un petit peu sortir de ta zone de confort. Aller prendre une douche froide, par exemple. Égale laquelle qui te fait faire un petit pas vers je sors de mon petit confort Hmm. qui va faire que j'allume aucune lumière dans ma tête. Et je- Donc, cette routine, si tu veux, et donc apprendre à faire du silence dans un monde où on est bombardé d'informations est hyper clé. C'est pour ça que le mindfulness, la pleine conscience, la méditation deviennent à la mode tellement. Bien sûr. Après, tu observes. Mais j'observe quoi? Ben, je vais observer comment est mon système physique déjà, mes tensions en moi, mes douleurs, chaleur, n'importe quelle sensation physique que j'ai, parce que plus j'apprends à me connaître, plus j'ai des réponses. Parce que mon corps, c'est comme un tableau de bord d'une voiture. J'ai plein d'informations. Mais la majorité d'entre nous, on ne nous écoute pas parce qu'on court. Donc, de Hmm. sentir qu'est-ce que je ressens. Puis après vient le monde des émotions. Et là, l'intelligence émotionnelle, elle est là pour nous accompagner à comprendre que le monde des émotions, c'est un monde avec énormément d'informations. C'est quoi l'émotion que je vis maintenant? D'où elle vient? Prendre conscience qu'elles se transforment, ces émotions, le moment où je les accueille. Donc, observer les émotions, puis Mhm. après, bien sûr, observer ses pensées. Il faut prendre conscience qu'on pense constamment les mêmes choses et qu'on se répète. Donc, c'est pas en étant dans ce mécanisme que je vais co-créer, innover et avoir de l'abondance. Il faut justement que je fasse du vide, parce que c'est Hmm. dans le vide qu'apparaît l'intuition, qu'apparaît le savoir, qu'apparaît la capacité de créer quelque chose. Donc, j'ai besoin de faire ça. Et puis après, une fois que j'ai compris et que j'ai observé, ben voilà, c'est à ce moment-là que je vais décider.
Hmm. Décider, c'est juste faire un pas. Et tous les leaders connaissent, tous les patrons, mais n'importe qui connaît le problème. Le plus grand problème, c'est de ne pas décider, parce qu'on hésite. C'est ça qui est difficile, parce qu'on aimerait prendre la décision qui est la plus juste. Et des fois, on hésite parce qu'on pense qu'on n'a pas Hmm. la bonne décision. Non, décider en pensant que la décision que je vais prendre, c'est la meilleure que j'ai maintenant. Mais pour ça, il faut que j'arrive justement à faire cette pause et à cette observation. Et puis, il me faut d'autres informations pour prendre la bonne décision. Ça, c'est la suite de la formule. Donc, pause, observe, décide. Et pourquoi now? On fait tout de suite. Mais derrière, il y a aussi trois clés. La première, c'est je décide en premier de m'aimer. De m'aimer. Tu as parlé Hmm. d'amour. Amener l'amour dans le business, ouais, c'est hyper important. Mais m'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître ou avoir la réponse à des questions fondamentales que je viens de donner. C'est-à-dire, qui suis-je? Pourquoi je suis là? D'où je viens? Où je vais? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui me fait avancer plus vite? Les besoins, les priorités. Ouais. Ce qui me freine, c'est mes croyances limitantes, c'est mes blessures émotionnelles. Donc, le besoin de comprendre tout ça. Qu'est-ce que je fais lorsque Hmm. j'accompagne un leader? On va comprendre tout ça. On va mettre des réponses à toutes ces questions. Et puis après, je ne suis pas tout seul. Donc, il pose souvent la question en disant, mais qui d'autre que toi, c'est ce qui est bon pour toi? Personne. Tu es d'accord? Donc déjà, pour soi-même savoir ce qui est bon pour soi, c'est tout un chemin de vie. D'accord? Donc, comment moi, je peux décider ce qui est bon pour quelqu'un d'autre? Impossible. Mais c'est la source des conflits, de énormément de conflits. C'est que quelqu'un croit que c'est savoir ce qui est bon pour toi. Tu l'as ça C'est dans le sûr. groupe, tu l'as ça dans l'entreprise, tu l'as ça partout dans les gouvernements. Donc, la cinquième clé, c'est je décide de respecter la relation et pas l'autre. L'autre, il s'occupe de lui-même. Ça, c'est le vrai amour de l'autre, d'accord? Et la relation, respecter la relation, on a des belles techniques aujourd'hui, qui s'appellent par exemple la CNV, communication non violente, une super technique pour respecter la relation. Il y en a d'autres, d'accord? Mais ça, c'est assez connu. Et puis la dernière clé qui est probablement la plus difficile, qui est facile à dire comme ça, mais qui est assez compliquée, pas compliquée, qui demande un vrai travail de foi ou de confiance dans la vie. La dernière, c'est j'attends rien en retour. Alors, on va dire à un Ok. patron qui doit les vendre à ses actionnaires, à son board, à sa banque, à des objectifs qu'il s'est fixés, pour qu'on lui fasse confiance, et qui leur dit eh, les gars, j'attends rien en retour. Elle va te dire c'est pas possible. D'accord? Mais le fait que je me dise j'attends rien en retour, c'est-à-dire que je vais courir, je sais exactement où je vais courir, je sais aussi comment m'adapter très rapidement aux difficultés, aux épreuves, et adviendra ce qu'il adviendra. La seule chose que je sais, c'est que ce sera meilleur que celle où je ne Hmm. vais pas courir, où je ne vais pas foncer dans la direction qui est la plus juste. Donc le résultat, je ne sais pas comment il est. Mais c'est là que l'abondance arrive. Parce que comme je ne sais pas, je vois tout. Quand je sais ce que je veux voir, je vois que ça, j'ai des œillères. Mais quand je me dis, OK, Hmm. on y va, là, l'innovation, la création, la collaboration arrive. Et c'est là qu'après, on rentre dans un autre aspect qui devient de plus en plus le fameux sens, le spirituel. Pourquoi on est là? Qui on est? Là, vraiment. Et Hmm. quel est vraiment, qu'est-ce que j'amène? Si je regarde, moi, ma vie, qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Tout m'a été donné. Et qu'est-ce que je peux dire que c'est moi? Non. Et Hmm. tout d'un coup, on devient humble, on pardonne, on a beaucoup de gratitude, on se sent libre. Ces choses qui sont fondamentales, qu'on cherche tous à avoir dans notre vie, on les a simplement. On n'a pas la grosse tête. Hein. Et l'abondance vraie arrive. L'abondance qui est celle où chaque instant de ma vie, je me sens pleinement vivant et je me sens pleinement au service de la vie. Donc, beaucoup de gratitude, beaucoup d'humilité. Hmm. Et si des épreuves arrivent, beaucoup de pardon. Pardon à moi, pas aux autres, parce que c'est moi qui me complique la vie en
n'agissant pas, n'évoluant pas par rapport aux Mhm. épreuves. On m'a annoncé le cancer. J'utilise encore cet exemple parce qu'il est assez récent. Il y a une année, on m'annonce que j'ai un cancer. Ouais, pendant 3 jours, j'ai un peu paniqué. Je vais Mhm. mourir. C'est quoi? J'ai pas envie d'avoir mal. Toutes ces questions qu'on se pose. 3 jours. Au bout de 3 jours, je dis cool. J'ai une nouvelle épreuve de la vie. Et je vais apprendre plein de choses de la vie. Et j'ai appris plein de choses. Et bien sûr que j'ai fait plein de choses. Ce qui fait qu'en 6 mois, j'ai plus de cancer. Mhm. Mais c'est que dans l'état d'esprit que ça s'est passé. Tous ceux qui ont passé par un challenge comme ça te le disent. Égale la technique que tu vas utiliser. C'est beaucoup plus l'état d'esprit qui compte. Alors, je ne dis pas qu'il faut être complètement aberrant. Non, il faut utiliser ce qui est présent. On a des super techniques, ouais, Mhm. de la, de la chirurgie, des choses comme ça. Mais il y a de loin pas que ça. On a parlé Bien de sûr, chakra. Là, il y a tout l'aspect énergétique, la respiration, le froid, la méditation, la visualisation, plein de choses qui vont faire que on a un impact physique, même à ce niveau-là. Parce qu'une épreuve de santé, je pense que c'est une des épreuves après la mort, c'est probablement les épreuves les plus difficiles. bien sûr. Le business, après, c'est facile. C'est clair, c'est clair. Et merci de partager tout ça, parce que moi, de ce que est-ce que finalement cet état d'abondance dont tu partages, serait comme une forme de fréquence dans laquelle on a accès à tout moment et toi, ton approche et d'autres, PodNow, etc., permettent finalement de se connecter à cet état dans lequel on est pleinement présent, pleinement en conscience, pleinement dans une énergie d'amour, de collaboration, de lâcher prise surtout, de don de soi, de service. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est que on a tous possibilité de se connecter à cet état. On passe beaucoup de temps souvent dans cet état de cette fréquence un peu basse de survie. Et parce que finalement, l'humain est un peu câblé comme ça, hein. Le système nerveux est un peu câblé pour la survie. Et en ralentissant, en observant, se connectant à son corps, à l'énergétique, on peut aussi derrière se connecter à cet état et derrière on peut incarner finalement cet état d'abondance. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu partageais aussi, tu vois, avec ton exemple avec le diagnostic de ton cancer, c'est que bien évidemment, t'as eu un moment où, de doute, d'effondrement, de peur, mais dans ce que tu partages, c'est que tu as vécu le truc et tu arrives à te connecter à cet état pour pas que finalement tu passes comme peut-être la plupart de beaucoup de gens 2 ans à rester au fond du trou et pas réussir à sortir la tête de l'eau et voir le positif dans tout ça. C'est que ce que je sens en tout cas dans notre échange, c'est que bien évidemment, il y a des moments où on repart tous dans un état de survie, de down, d'émotions qu'on peut juger négatives, bien qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, mais on vit tous ça. Mais à partir du moment où on a goûté à cet état de synchronisation avec l'abondance, fréquence plus haute, on arrive à s'y reconnecter. Et ça, plutôt que se, être dans un mode survie pendant des mois, on va réussir, bah, peut-être ça ne durera que 2 jours, parce qu'on va ralentir, on va faire une pause. Et en tout cas, je trouve que c'est ton don et c'est ce que tu amènes aux dirigeants, c'est cette capacité à se reconnecter à cet état de forme de clairvoyance, de clarté, de créativité, de collaboration. Je trouve que c'est puissant. En tout cas, tu arrives bien à l'expliquer et je trouve que c'est exigeant pour un public, tu vois, de dirigeants qui est très rationnel, très pragmatique. Je trouve que, en tout cas, tu arrives à le faire avec beaucoup de clarté. Donc, je te remercie. Moi, alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de rebondir. Tu vois, la première, c'est un jour, je pose la question à un sage et je lui dis, mais un sage, un être que je considère éveillé, d'accord? Et je lui dis, mais quelle est la différence entre quelqu'un comme vous et quelqu'un comme moi? Et il me répond, tu vois, tu veux aller faire tes courses,
tu vas au parking, tu vois une place, tu veux prendre cette place, et une voiture qui arrive qui prend la place. Comment tu te sens? De colère. Donc, comme tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu vois une autre place, tu fonces. Mais tu fonces tellement que tu vas peut-être faire une petite égratignure. Tu es encore Hmm. plus en colère. Tu vas faire tes courses, tu vas t'énerver avec tout le monde. Tu rentres au travail, tu vas t'énerver avec tout le monde. Tu rentres à la maison, tu vas t'énerver avec tout le monde. Hmm. Et ça peut durer 3 jours ou une semaine. Simplement parce que quelqu'un t'a piqué ta place. Il n'est même pas là. Hmm. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un débordement émotionnel et il va te traîner pendant plusieurs jours. Good. Le sage, il peut voir ses enfants mourir devant ses yeux d'un accident. Ça ne va pas l'empêcher de continuer son chemin. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, il va vivre la colère, la peur, la tristesse, il va tout vivre. Sauf que l'intensité de débordement sera beaucoup moindre et la durée sera beaucoup moindre. Hmm. C'est pas qu'il ressent pas, il ressent tout, mais avec une intensité et une durée beaucoup moindre et de débordement. Tu vois? Et c'est ça qui rend la vie sympathique. Sinon, c'est con. Bien sûr. La même chose, on a plein d'exemples. Tout à l'heure, tu parlais d'énergie, fréquence, vibratoire. Un autre exemple que je voulais donner, c'est Mandela. Parce que je trouve que c'est une belle histoire, comme moi je l'ai comprise. Donc, tu as un monsieur un jour qui décide que parce qu'il a une couleur de peau différente de ceux qui sont au pouvoir, c'est pas OK. Et c'est un homme de loi et en plus un chef de sa tribu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler. Il va utiliser la loi, le langage, la raison pour essayer de trouver une solution. Ben là, on le regarde, on lui dit non, n'écoute pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, l'autre technique, c'est je suis un chef, je fais la guerre. Et il devient terroriste. Les actes de terreur. Ben, il se fait prendre. Hmm. Mais pour faire des actes de terreur, il faut beaucoup de colère. C'est facile d'aller tuer des gens, il te faut quand même un peu d'énergie. Hein. Moi, j'en ai pas, mais je suis Bien plat. sûr. Donc, il se retrouve en prison et pendant 28 ans, il va y avoir des gens qui arrivent plein de colère dans la prison et lui, il va comprendre assez vite que ce n'est pas la bonne solution. Il Hmm. y a une autre solution qui est beaucoup plus axée sur l'amour, sur l'accueil de l'autre, sur l'acceptation, sur le pardon. Tu vois? Et quand il va sortir et qu'il est nommé président, dehors, il y a plein de gens qui disent ah, finalement, on va pouvoir se venger de tous ceux qui ont abusé. Imagine un stade, moi j'habite en Afrique, si tu vas dans un stade de foot en Afrique, c'est une autre ambiance que OM Paris. Hmm. On va dire c'est Hmm. que les extrêmes de OM Paris, j'exagère, mais Hmm. pour donner une image, c'est chaud. Et lui, un monsieur, oui, pas un petit, mais un grand monsieur, juste avec son énergie, son état vibratoire, en face, tu as des dizaines de milliers de personnes qui sont dans un état vibratoire de colère. Et je ne sais pas si tu as déjà été dans un stade où il y a une panique ou un truc comme ça, tu vois Non, des ça m'est jamais gens arrivé. Hmm. deviennent complètement fous Hmm. et tout le monde est pris. La colère, ça se transmet. D'accord, la peur, ça se transmet très vite. Ben lui, il prend rien. Il reste zen. Mais son état vibratoire à lui va impacter tout le monde. Tellement il est puissant, tellement il est fort, Hmm. tellement il est haut dans son état vibratoire. Mais pas simplement haut, il est puissant. Tu vois? Donc, c'est lui qui va ajuster les autres. C'est pas lui qui s'ajuste aux autres. Hmm. C'est ça C'est un grand intéressant. leader. Hein. Hmm. Et puis, il y a aussi un truc que je veux te partager. On dit souvent, ouais, ils sont que rationnels, les patrons, c'est que froid. Non, moi, c'est pas ça que je vois. C'est des êtres humains, ceux qui ont, entre guillemets, des responsabilités élevées bien souvent. Alors oui, tu vas voir, il y a quelques fous. Euh, je vais utiliser le mot Trump aujourd'hui de nouveau, parce que pour moi, c'est un exemple d'un fou. Fine. Parce qu'il est activé par son ego, il est activé par ses peurs, il est activé, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Hmm. Il n'y a pour moi pas une conscience telle que moi je la comprends. Pour certains, oui, parce que c'est le fameux leader alpha. Il ose faire des choses que personne n'ose faire et tout le monde a peur. Hmm. Mais comme il a le pouvoir d'un pays, il peut se permettre. Il abuse de son pouvoir. Hmm. Mais ça, un chef, il peut le faire. Ça ne dure pas longtemps. Dès qu'il y a une opportunité, les bons gars, ils se tirent. Il n'y a pas Bien sûr. d'engagement, Hmm. pas tout contrôler. Donc, ce n'est pas une technique de management très intéressante pour, en tout cas, des gens qui ont des business qui sont importants. Ils ont besoin de mettre du cœur. Et donc, moi, je vois des gens avec du cœur, beaucoup de cœur, tu vois. Ils ne sont pas qu'avec des chiffres. Et bien souvent, ces grands leaders, c'est eux qui tiennent lorsqu'il y a un problème.
Ceux qui sont capables de dire, attends, il nous met par exemple des nouveaux tarifs, eh ben, au lieu de licencier 2000 personnes, non, je les garde et on va faire face ensemble à l'épreuve. Et quand on aura réussi l'épreuve et qu'on est sorti, peut-être que tout le monde va baisser un peu son salaire, on trouvera des solutions originales, intéressantes. Hmm. On garde la motivation. Ce qui fait que dans quelques mois, peut-être même des fois, peut-être quelques années s'il faut, ça change. Mais ton état d'esprit, l'énergie dans laquelle tu es, cet état vibratoire dont on parle, mais collectif, il est beaucoup, beaucoup plus puissant que tous les autres. Ce qui fait que là, ça cartonne. J'ai plein d'exemples de boîtes comme ça. Avec le Covid, ce qui s'est passé, on voit bien, il y a des sociétés qui ont paniqué. Il y en a d'autres qui ont compris. Non, c'est une épreuve. On la gère avec intelligence, avec du cœur, pas qu'avec des chiffres. Tu vois. Bien sûr, et je trouve que l'exemple du Covid a été assez révélateur, tu vois. Moi, je pense que ça doit te parler. J'aime bien l'adjectif antifragile de Nassim Taleb que tu dois connaître. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est cette idée, un peu la métaphore de l'hydre, finalement, que dans l'adversité, euh, il y a plusieurs réactions. On va avoir la réaction où les gens vont fuir et vont être dans un état d'esprit où bah, finalement tout ce qui m'arrive, c'est une catastrophe et on va rien en tirer de bon et on va en... La conséquence, c'est qu'il y aura une forme des conséquences négatives. Il y a ceux qui vont être dans une forme de résilience, qui vont tant bien que mal essayer de maintenir ce qui était le niveau d'avant de la société ou la vision de la boîte. Et il y a le stade d'après qui est l'antifragilité, c'est finalement tirer parti finalement de l'adversité, des difficultés. Et tu as raison, sur le Covid, on l'a vraiment vu. Et moi, je crois comme toi que ce, cette vision du monde entrepreneurial est beaucoup plus finalement positive, va dans le sens aussi de davantage de collaboration. Et je pense qu'en tant que leader, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, c'est notre job. Tu vois, moi, dans ma vision, j'ai aussi cet idéal que amener plus de conscience à un dirigeant, à un coach. Parce que toi, tu le sais aussi bien que moi, c'est quand tu vas transformer un dirigeant, tu vas transformer derrière un style de management, des managers, des employés, finalement une entreprise qui va avoir un impact au niveau local, qui va avoir un impact au niveau international. Et en tant que coach, et il y a beaucoup de coachs qui écoutent ce podcast, on a une vocation puissante et on a un rôle puissant aussi d'amener davantage de conscience à travers chaque individu qu'on peut accompagner. Et tu vois, moi, parce que j'aimerais qu'on parte sur un peu la dernière partie de ce podcast. J'accompagne pas mal de coachs, tu vois, qui sont dans un stade où souvent ils ont fait des reconversions, ils sont intéressés par tous les sujets qu'on a abordés durant ce podcast. Ils se forment, ils lancent leur activité et là, il y a un peu une stat qui fait un peu mal, c'est que finalement, tu n'as même pas 5% des coachs qui vont vivre de leur activité et donc qui vont finalement avoir de l'impact. Euh, Et c'est pas évident parce qu'il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus de thérapeutes sur le marché. Et en même temps, il y en a qui réussissent très bien et tu en es un exemple vivant, qui arrive à avoir de l'impact, qui arrive à s'éclater et qui arrive à très bien vivre de son activité. Peut-être, toi, quel conseil est-ce que tu donnerais à un coach qui est formé, qui a lancé son activité, qui a peut-être quelques clients, mais qui n'arrive pas à en vivre et qui a envie qui a envie d'avoir de l'impact, qui a envie d'en vivre pleinement. Comment est-ce que toi, quel conseil tu donnerais par rapport à ton expérience personnelle? Donc, tu vois, le conseil, c'est un peu, comment dire, générique comme ça. Et Ouais, là peut-être qu'il ton faut être expérience personnelle, tu vois, avec un pas de recul aussi par rapport à tes débuts, peut-être. Mais des choses que j'ai observées. La première, c'est que pour beaucoup, il y a une reconversion. Et la reconversion, c'est je quitte un monde où j'étais peut-être salarié et je Mhm, deviens indépendant. Ce mhm, passage-là, il est plein de mythes, il est plein de rêves. Et le fait de sortir d'une situation où tous les mois, tu as quelque chose qui tombe, à une situation où tout d'un coup, il n'y a rien qui tombe et tu dois pouvoir tenir pendant quelques mois,
Euh, Ça, c'est un truc, je pense, qui est hyper important de comprendre. Quand tu Hmm. rentres dans le monde de l'indépendant, et un coach, c'est un indépendant, à moins que tu peux travailler comme coach en tant que dans une entreprise, et à ce moment-là, être employé d'une entreprise ou d'un groupe, c'est autre chose, tu n'auras pas les mêmes problèmes. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est déjà comprendre que, ouais, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où tu es dehors à prospecter pour acquérir de la clientèle, et il y a des moments où tu es en train de servir et tu n'as pas le temps de faire la prospection. Et il y a Hmm. des cycles. Et les cycles, ils peuvent durer quelques mois. Et donc, déjà avoir un peu de réserve pour démarrer, et puis Oui. comprendre que tout d'un coup, ça va bien, c'est super, mais après, il y aura une période de nouveau de vache maigre. Et c'est OK, ça fait partie. Hmm. Je pense que ça, c'est un élément important, parce que beaucoup vont lâcher. Ils font une première, ils essayent, ou première vague maigre, on essaye, on n'a plus envie de la revivre, on redémarre, ça marche, et puis après, ça marche de nouveau plus, Hmm. on arrête. Tu vois. Et beaucoup vont faire ça. Et je pense que Hmm. ceux qui réussissent, ils sont passés par, on va dire, 5 vagues au minimum, si c'est pas Hmm. une vague, pour se dire, OK, on a compris, c'est comme ça. Tu vois. Hmm. Et après, la deuxième, je pense, le truc qui me vient fort, c'est l'authenticité. Hmm. Aujourd'hui, tu as des coachs sur tout, ils savent tout, ils parlent de tout, mais eux-mêmes, c'est pas eux. C'est ce qu'ils ont lu Hmm. dans un bouquin, c'est ce qui. Et je suis impressionné. Tu as des gens, je vois, ils commencent avec leur histoire, puis tout d'un coup, ils sont devenus spécialistes dans tout. Et je me dis non, ça joue pas. Et aujourd'hui, tu vas sur les réseaux, tu vas sur Internet, tu utilises AI. Le contenu, le savoir pur, tu l'as, facile. Bien sûr. Tout le monde peut te dire comment on doit faire une communication non violente, ou pour prendre juste cet exemple-là. Mais qui l'a vraiment vécu? Qui est allé dans des situations complexes, qui a vécu des vrais problèmes? Tu vois, d'abord soi-même, pour comprendre qu'est-ce que ça fait en soi, puis après, accompagner des gens. Et c'est là que tu amènes de la valeur. C'est là où tu deviens authentique. Hmm. Donc, la deuxième suggestion, c'est va regarder en toi qu'est-ce qui te rend vraiment unique, qu'est-ce qui te fait différent, et aie le courage de te montrer comme ça. Et je pense que les coachs dont Hmm. tu fais référence, et tu m'avais cité un exemple d'un Américain, c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont eux-mêmes, basta. Hmm. Ils n'essayent pas de raconter des trucs qui ne sont pas alignés à qui sont Hmm. vrais, tu vois, cet authentisme. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et aujourd'hui, le métier de coach, quand moi j'ai commencé, déjà, c'était un métier qui n'était pas régulé. Le seul régula, c'était que tu dois être certifié à ICF et il y a une autre association, je ne me rappelle plus. Donc il y a quelques associations, organisations qui sont mises pour avoir des critères. Et tu vas rire. Je suis, je te disais que je rentrais à l'IMED, ici c'est une business school à Lausanne, importante. Les gars me demandent d'être certifié ICF. Et moi, Hmm. j'étais certifié ICF il y a 20 ans. Et je me dis, mais non, je dois repasser par tout ce truc juste parce que leurs clients veulent cette certification. Hmm. OK. Et je vais passer par là. Ça m'emmerde, tu vois. Hmm. Je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse et je dois bien le faire. Et ça, c'est de nouveau des trucs qui te qualifient, qui te donnent une structure, tu vois. Même Hmm. si c'est expérimenté malheureusement pour moi. Mais donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que je pense qu'il y a des bons standards qui existent, qu'on peut acquérir. Aujourd'hui, comme toi, tu as des gens qui, comme toi, accompagnent, aident à réfléchir, aident à trouver des réponses, aident à être dans cette vérité dont on parle. C'est une chance. Puis après, Hmm. si je peux terminer sans faire trop, après, c'est, mais qui est mon client? On a souvent des solutions, on a un produit. Je suis coach, je sais coacher, mais ce que j'observe souvent, c'est qu'on oublie le client. Donc, être très au clair de qui est le client, celui que je comprends, dont je parle la langue et qui Hmm. a des problématiques que je connais. Donc, ce client-là, il faut vraiment le définir. Ce qu'on appelle un persona ou un avatar Bien dans ton sûr. profil. Il faut vraiment être bien, bien aligné. Puis une fois que tu l'as défini, tu vas le chercher, tu sais où il est. Donc, il y a un travail de préparation et qui fait que tu as ton marché, puis après, tu essayes de rentrer. Et puis, pas. Hmm. Ce qui est vachement intéressant dans ce que tu partages, c'est que finalement, c'est déjà regarder à l'intérieur ce qu'on a vécu, nos expériences, qui on est, avec qui on a envie de travailler, avec qui on peut faire effet caisse de résonance par nos expériences, par nos savoir-être, nos compétences. Derrière, bien le définir et c'est important que tu le soulignes, c'est accepter
que développer une activité, un business, ça prend du temps, qu'il y a des hauts et des bas, et que c'est pas en 3 mois, on claque des doigts, tout est facile. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux, tout le monde te vend ça. La plupart des coachs business, bon, c'est pas vraiment des coachs, mais tu vois, des formateurs business marketing vont te vendre ça. En 3 mois, gagne 10 000 euros par mois. La réalité, c'est que ça ne marche pas. Mais non, ça marche Ça ne marche pas. c'est d'attrape-nigo. C'est de Mais bon, l'attrape-nigo. c'est parce qu'on est dans un monde qui veut tout tout de suite, tu vois. Exactement. Et ce monde-là, il se casse la gueule. C'est pour ça que je parle d'authenticité, tu vois. Si tu veux, la nature, elle aide pour ça. La nature, elle est tellement aidante. Pense comment agit la nature. Hmm, Elle fait pas ça en 3 mois, hein. bien sûr. Je te dis, Exactement. les fruits d'un arbre, ils n'y arrivent pas en 3 mois. Ils passent par plein d'épreuves, l'arbre. Les 4 saisons, en l'occurrence, hein, pour nourrir. Exactement. Exactement. Et j'avais une dernière petite question. Tu sais, tu parlais de, OK, avoir l'état d'esprit de ça prend du temps. Comment est-ce que je prends le temps pour construire mon projet? Je identifie qui je peux aider. Euh, Maintenant, une fois que j'ai identifié tout ça, comment est-ce que toi, tu t'y es pris concrètement à tes débuts? Parce qu'aujourd'hui, ça fait un moment que tu fais cette activité. Comment tu t'y es pris au début pour aller créer ta clientèle, tes premiers clients concrètement? Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais? Qui a marché pour toi, hein? Tu vois, alors, je vais te raconter comment j'ai commencé au début. Quand j'ai recommencé à bosser, après que j'avais vendu, donc j'étais moi patron, j'avais Hmm, réseau, j'étais connu, et tout d'un coup, je deviens coach, formateur en formation comportementale. Donc, c'est plus du tout ma cible. Et qu'est-ce qu'on pense? Ben, les gars qui sont intéressés, c'est les DRH. hmm, Donc, il faut les appeler. Mais les DRH, ils reçoivent des téléphones de tout le monde, de tous les gars comme moi. hmm, Et moi, la prospection, j'aime pas. Je suis pas bon. Je sais pas faire. Ça m'emmerde. C'est pas mon hmm, truc. Tu vas raconter des salades, je sais pas faire. Donc, bien sûr que ça n'a pas marché. J'ai jamais fait de prospection. hmm, Donc, qu'est-ce qui a marché? Ben, c'est les contacts. C'est dans mon réseau, je connais un tel qui me met en contact avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Puis petit à petit, c'est l'effet fameux réseau, c'est-à-dire les 3, 4 personnes qui pourraient m'aider, qui eux pourraient connaître quelqu'un. Et puis en allant leur parler de ce que je fais, de ce qui les intéresse, en posant des questions surtout, qu'est-ce qui les intéresse eux, ben ils vont, si je les ai intéressés parce que je me suis intéressé à eux, ben ils vont commencer à peut-être parler de moi et venir vers moi. Puis c'est comme ça. Je suis arrivé à hmm, Maurice, ça a commencé comme ça pour donner l'image, hein. Je connaissais personne sur le marché. hmm, Ben, je suis rentré, low profile, j'ai regardé quels étaient les prix du marché. Ils étaient, je crois, 20 fois moins que ce que je gagnais ici. Donc, je lui ai dit, OK, on rentre. Et puis, bien sûr que j'ai regardé un peu qui, le niveau de ceux avec qui j'avais envie de bosser. Puis très vite, ben, je suis en contact avec un gros client. Le gros client, il voit comment je bosse. Puis moi, j'amène de la valeur ajoutée qu'il ne faisait pas là-bas. Et petit à petit, ben, voilà, je me différencie. Et puis, je peux commencer à facturer plus cher. hmm, Petit à petit, ils comprennent la valeur. Et après, c'est le bouche à oreille. hmm. Comment est-ce que tu t'y es pris, toi, pour vendre du coaching? Parce que c'est très différent, toi qui as été de... En tout cas, moi, c'est ma perspective que j'ai, c'est que vendre, par exemple, du consulting ou de la formation, en tout cas, selon ma perspective, c'est un peu différent de vendre du coaching. Toi, comment est-ce que tu vois une nuance? Oui, parce que tu vois, ce qui me fait rire, c'est que je ne vends pas. Justement, c'est là où je veux t'amener aussi. J'ai rien à vendre. Tu comprends? Je vais, je rencontre, j'écoute, je décèle en posant des questions, des problématiques, des besoins, et en fonction des questions qui sont posées, la personne, elle me dit, ah ben tiens, peut-être tu pourrais m'accompagner à trouver les bonnes réponses par rapport à ça. Donc, je ne vends pas de coaching. Donc, moi, je ne vais pas vendre. En fait, je vais écouter et poser des bonnes questions. Et puis, c'est comme la pelote de laine. Tout d'un coup, tu tires un fil et puis il y a plein de choses qui arrivent. Donc, je ne sais pas. Et c'est là que l'abondance, si tu veux, est intéressante. Hmm, Parce que je fais confiance à la vie. Quand je rencontre quelqu'un, je me dis, il y a quelque chose. C'est pas innocent. Je ne sais pas quoi. hmm, Souvent, je dis, ah, maintenant, je comprends pourquoi. Après, quand je commence à
au milieu de la conversation, tout d'un coup, maintenant, je comprends pourquoi je rencontre cette personne. Mais au début, je ne sais pas. Tu vois. Bon, c'est peut-être plus facile aujourd'hui pour moi parce que je n'ai pas besoin de vendre d'une certaine manière. Ce qui est difficile, c'est celui qui commence et qui dit je dois faire du chiffre. Donc, son objectif, c'est je vais vendre. Ben non, rencontre, fais ton boulot de coach, sois un coach, c'est-à-dire que tu vis, tu t'intéresses, tu poses des bonnes questions, tu fais réfléchir. Et puis, si tu es dans un domaine, parce que c'est toujours une question de langage, hein, si tu parles le langage de la personne avec qui tu bosses, que ce soit au niveau de son expérience de vie, ses références, ses problématiques, ben, la personne, elle commence à s'ouvrir, elle parle. Puis c'est là que tu vas déceler qu'il y a des besoins. Puis tu pourras lui poser la question, comment tu fais avec ces besoins? Et si tu ne les traites pas, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, tu vois. Puis la personne elle peut te dire, ah ouais, je n'avais pas pensé, je n'étais pas conscient. Mais bon, c'est Hmm. pas grave. Ou bien non, tu as raison, ça m'emmerde ce truc. J'ai envie de faire quelque chose. Ah, ok, ah, là, je peux peut-être proposer quelque chose. Tu vois. Hmm. C'est finalement ce que tu décris, c'est une posture où tu es déjà en train de servir l'autre, Mais oui, de lui donner de la valeur et t'es pas en train énergétiquement, c'est très différent et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début, entre, tu vois, bon, venant du marketing, de tout ce jargon où finalement moi j'étais très câblé à je dois signer un client au début, donc c'est comme si j'étais dans une posture énergétique où je prends et à exact. partir du moment où j'ai shifté de perspective à je donne sans attendre, c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Et ça demande de le travailler dans le sens où ça demande de la répétition, ça demande aussi d'avoir de la conscience aussi, tu vois, de OK, donc, comment est-ce que je suis là? Est-ce que je suis là pour prendre ou je suis là pour donner de façon inconditionnelle? Et je trouve que, tu vois, on en revient à cette posture d'abondance finalement. On va reboucler là-dessus, ce sera, je pense, le mot de la fin, c'est quand on est connecté à cet état d'abondance, c'est là où on arrive à créer, qu'on arrive à avoir de l'impact, et c'est là où finalement on atteint nos objectifs et les résultats qu'on veut. Tu vois, on n'est pas en train d'essayer de prendre quelque chose. Et je trouve que c'est valable particulièrement pour des coachs qui veulent avoir de l'impact et vivre de leur activité. Tu vois. Euh, Regarde, et c'est intéressant. Tu as dit, lorsque je donne, je vais finalement avoir ce que je veux. mhm, Non, l'abondance, tu sais pas ce que tu vas recevoir. mhm, Tu donnes. Et la vie te offre des cadeaux. mhm, Et donc, tu sais pas ce que tu veux d'une certaine manière. Tu fais juste l'attitude, comme tu disais, je suis au service, mhm, je sers la vie. Et la vie va me servir, mais sous quelle forme? mhm, C'est rien. Ça peut être une claque, ça peut être un monstre cadeau. Et gars, mhm. chaque expérience à ce moment-là, et on touche l'antifragile dont tu parles, ben, je vais rebondir, la résilience, mais en même temps, je vais saisir les opportunités, tu vois, et je vais apprendre Ouais. de cette expérience. Et c'est là que ça devient cool. Par Mhm. contre, ça demande d'oser. Ça demande d'oser de sortir de son bureau. Ça demande d'oser de dire, ah ben, je vais me planter. Et puis, c'est pas grave. Pour beaucoup, ça, c'est un vrai problème, tu vois. Ouais. C'est finalement oser sortir de sa zone, aller rencontrer son réseau, rencontrer des gens et les servir sans attendre. Et ça demande de sortir de sa zone, pas attendre que les gens arrivent tout seuls. Et on revient au départ, comme tu viens de le faire, quand je disais, ils ont une routine matinale qui leur sort de leur zone de confort. Cette petite discipline quotidienne, parce que ça m'emmerde de faire ma course, par exemple, ben, j'y vais. Ça m'embête de faire mes pompes, ben, je les fais. Ça m'embête de méditer, ben, je le fais. Hmm, Douche froide, je le fais. Tu as tous ces petits trucs, qui sont des petits trucs, qui tous les jours commencent, tu es dans cet état d'esprit. hmm. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais partager, Marc-Antoine, un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, qui te paraît intéressant? Pour moi, on revient sur l'amour, d'accord? J'avais créé un groupe comme ça qui s'appelle Love is my weapon. L'amour est mon arme. Euh, Ça choque au début, comment amour et arme. Euh, mais je pense que dans le monde dans lequel on est, on a besoin d'amener beaucoup d'amour et qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de...
Tu vois, on n'ose pas, plein de trucs, on se raconte plein de choses, et tout le monde, on est un peu dans ce monde de fous actuellement. Donc, plus il y a des gens qui vont sortir en train de se dire, hé, je suis un guerrier de l'amour, on est dans cette posture, c'est cool. J'adore, j'adore cette image. J'adore cette image parce qu'elle incarne vraiment le fait que ce soit un état qu'on incarne au quotidien et c'est une posture finalement. Pour le mot de la fin, où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on te découvre un peu plus ton travail? Il y a ton livre qui est excellent, donc la conscience, élever la conscience du CEO. Ouais, je viens d'écrire un autre, là, euh, ça s'appelle Le Cercle de Passage. C'est un petit bouquin, mais je Hmm. trouve qu'il est super puissant. Les retours sont très sympas. Donc, tout ça, tu trouves sur Amazon. Il y a d'autres bouquins, il y a des BD. Et sinon, le site web, marcantoine.org. Marc-Antoine.org était aussi très actif sur LinkedIn. Ouais, je communique, j'aime bien changer un petit peu sur LinkedIn. Ouais. Ok, Super. Bah écoute, Marc-Antoine, gratitude, merci beaucoup d'avoir pris 1 heure et demie. C'était vraiment un bel échange et écoute, on se dit à très bientôt et passe un très bel été. super. Merci à toi. À bientôt. Bye bye.